Ça nous fait du bien, après un petit coup au moral hier. Alors, on borde toujours le golfe de Sagone, entre le golfe de Porto et le golfe d'Ajaccio. C'est très important et c'est très long et c'est très beau. Vous avez beaucoup de secteurs côtiers ici, qui composent ce golfe du nord au sud, ce qui en fait sa longueur. Vous avez 5 ou 6, je vais compter à peu près 5 ou 6 secteurs côtiers. Et alors Jean-Paul, là le peloton va passer devant vos amis, puisqu'il y a le centre RTF qui vous connaissez bien, hein, puisque c'est l'ancienne appellation de notre grande maison. Et là on fait des grillades en ce mois de juillet. Pour vous saluer Jean-Paul, bon appétit à tous. D'accord, c'est le seul organisme qui est conservé, l'ORTF. Ça veut dire organisme de radiodiffusion télévision française. C'était bien joué. Première heure de course parcourue, vous voulez savoir à quelle vitesse, Thierry? C'est toujours intéressant. 39,8 km/h de moyenne. Ah ouais, c'est moins mouvementé que prévu. C'est moins mouvementé, voilà. Je pense. Nos téléspectateurs ont raison. Ils ont écrit, ils ont raison. C'est beaucoup moins mouvementé que prévu. Pour l'instant, ça nous promet un final passionnant. Voilà, puisque plus le début d'étape est, je dirais, léthargique, c'est vrai que là, on a un scénario qui est relativement simple et fluide, c'est-à-dire que les 5 coureurs se relaient à la perfection à l'avant, ce qui ne pose aucun problème au peloton, qui les maintient à 3-4 minutes. Mais c'est vrai que les 50 derniers kilomètres de cette étape seront beaucoup plus accidentés. C'est peut-être aussi la raison pour laquelle on s'était lancé relativement prudemment dans cette 3e étape de Corse, qui est redoutée, je vous le dis, hein, je pense que parmi les 3 étapes de ce grand départ en Corse, c'est celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire celle qui reliait Ajaccio à Calvi, qui faisait peur à tout le peloton, et donc parfois c'est vrai qu'on a un peu d'hésitation. C'est aussi pour ça qu'on regarde le Tour de France, hein, les paysages. Et là, on est gâtés en Corse, hein, pendant 3 jours. On a mis 110 ans pour y venir, mais bon, au moins on ne le regrette pas. Enfin, le Tour de France a mis 110 ans pour y venir. Et a priori, on ne devrait pas attendre 100 ans pour y revenir. Mais ce sera compliqué de ne pas organiser un départ, un grand départ. Ça paraît compliqué de venir en Corse au milieu du Tour de France. Tour de France qui partira l'année prochaine hors de nos frontières. Alors, je sais que ça fait parfois grincer, mais bon, le choix a été fait. Ce sera le Yorkshire et le grand départ se fera de la ville de Leeds. Avec Ah, vous voyez, la vitesse. Pour l'instant, c'est indiqué 43. Accélérer un tout petit peu. Oui, ça accélère. On était dans une portion descendante. C'est inquiétant parce que comme c'était en rouge, on doit être dans une partie. Jean-François à Kerkat, on est dans une partie qui est limitée à 30 km/h ou quoi? Parce que j'ai vu que le radar s'affichait en rouge. Oui, mais ça fait 2 ou 3 fois qu'on a des radars qui annoncent la vitesse. On connaît ça sur toutes nos routes de France. Et plusieurs fois, on a vu 46, 48 pour nous échapper. Donc, ils sont toujours aussi déterminés. Et évidemment, et là, on entre dans Cargèse. Et une foule considérable comme d'habitude. Que vous dire d'autre? Eh bien, que le revêtement qu'on évoquait tout à l'heure, avant notre interview d'Ismaël, eh bien, le revêtement est parfait. Vraiment parfait, tous les efforts ont été faits et bien faits, et nos 4 échappés continuent leur belle échappée, l'échappée belle de Rodolphe Godin qu'on voit tous les soirs. Celle-là, c'est celle de Cyril Gauthier, et les 4 autres sont là. On a vu une petite scène cocasse tout à l'heure, parce que je pense que c'est assez rare dans une échappée, c'est-à-dire que Sébastien Minard a tapé de sa roue avant la roue arrière de Liule Vestra. Alors ils se sont souris tous les deux, c'est assez rare parce que là, on n'est quand même pas serré, confiné comme dans un peloton, c'est moins nerveux évidemment. Donc voilà, des petites anecdotes. Et puis on ira voir tout à l'heure Vincent Lavenu, là, qui nous donnera son avis sur l'état de l'échappée, l'état de son coureur, et qui sait s'il va briller Sébastien Minard comme Blel Kadri hier. En tout cas,
Un dernier mot, Sébastien Minard, il a la même méthode hein, que Blaise Cadry, c'est marque de fabrique AG2R peut-être. Cédric va me dire ça. Ça mouline beaucoup quand ça monte, hein, c'est-à-dire qu'on pédale léger, pardon. On pédale très léger sûrement pour s'économiser en vue des montées qui nous attendent. Oui, Jean-François, et c'est aussi un signe de bonne condition en général. Un coureur qui a une belle fréquence de pédalage, c'est un coureur qui travaille dans la souplesse, donc qui est en bonne condition. C'est bon signe pour Sébastien Minard. J'aime le sourire de Jens Voigt. Décontraction à l'avant du peloton dans l'équipe Radio Shack. On aperçoit Jérôme Pinault pour l'équipe Omega Pharma Quick Step à droite avec Peter Velits dans sa roue. On commence un peu à se rapprocher. Alors j'aurai une question pour vous tout à l'heure puisqu'elle m'a été posée sur France TV Sport. Christopher Froome attaqué hier. Va-t-il réattaquer aujourd'hui? Je vous laisse réfléchir. Comme tous les jours, on a un petit point de repère. C'est le 100e tour, la 100e édition du Tour de France, créé en 1903. Il faut quand même le rappeler, sans un nombre magique, un chiffre magique. Et donc forcément, eh bien, on va se pencher avec vous, Jean-Paul, on est à 100 km de l'arrivée, à 100% légende, et Dieu sait si en 100 ans, le Tour a changé. C'est le prototype du cycliste moderne. Casque profilé pour les contre-la-montre, jantes pleines en carbone, pédales automatiques, dérailleurs mécaniques ou électriques. Vous avez aussi les oreillettes, un vélo allégé à la limite des 7 kg autorisés, textile synthétique et respirant. Voici la panoplie du cycliste de haut niveau. Il est bien loin, le vélo de nos ancêtres. Les premiers Tours de France. À l'époque, votre vélo faisait 13 500 à 14 kg, pas de changement de vitesse, pas d'écrou à oreille, un petit frein à patin sur pneu avant quand on freinait, le sol venait dans la figure, n'est-ce pas? Et les boyaux minimum de 600 grammes à l'époque. Et l'état de la route, et l'état du sol. Alors ça comptait. Il faut dire que les jantes en bois ne facilitaient pas, les choses. Et pendant longtemps, il faudra transporter soi-même sur les épaules les boyaux de rechange en cas de crevaison. Un confort matériel sommaire. Une tenue vestimentaire rustique, des maillots de laine particulièrement pesants par tous les temps. Tiens, Jean-Paul. Je me reconnais là. Ouais, vous n'avez pas changé, Jean-Paul. Ça, c'était en 1963, dans l'étape Ajaccio-Bastia de Paris-Nice. C'était la première fois qu'une course internationale venait en Corse. J'avais une casquette Molteni, vous vous rendez compte? C'était drôle de revoir tout ça. C'était dans le col de Vitzavone, ça. Quelle mémoire, ce Jean-Paul. Quelle mémoire. Voilà les 5 hommes de tête. C'est vrai, tiens, il y a Anto Bégaillard qui m'écrit et me dit, il n'y a pas que sur le Tour de France où on voit des talents, il a bien raison, et qui me dit, Kiat, alors c'est Kiatowski, ça fait 2 saisons qu'il est énorme. Enfin bon, c'est vraiment cette saison où on le voit, le porteur du maillot blanc. Alors regardez, ces deux églises, elles se font face, l'une est de rite latin et l'autre de rite byzantin grec. L'église de l'Assomption, et l'église ici, l'église grecque Sainte-Marie et Saint-Spiridon. Alors cette église, bien souvent appelée orthodoxe, en fait, ne l'est pas. C'est une église catholique de rite grec appartenant à une petite communauté appelée église grecque catholique hellène. Là, son chef, soumis au pape, est l'exarque apostolique pour les catholiques de rite byzantin, en résidence à Athènes. Alors, l'église dédiée à Saint-Spiridon, évêque chypriote du IIIe siècle, le patron des marins, a remplacé la chapelle établie en 1775 dans l'une des maisons de la colonie grecque. Alors le bleu et l'or dominent comme ces voûtes d'un bleu profond. Le profond, vous voyez ici, mais lumineux tout de même, et on y trouve entre autres un Saint Jean-Baptiste ailé, apporté avec d'autres icônes par les premiers colons. Et vous admirez aussi de très très belles fresques. Vous remarquez encore ces voûtes à bleu profond.
Voilà, sont des images signées Camille Lequelec, qui vous régale de ce qu'on appelle, nous, en jargon de métier, les petits bonbons. Ah, vous avez eu 2 églises en même temps, hein, c'est fantastique. 2 pour le prix d'une. Exactement. Ramassage des bidons à l'arrière du peloton. C'est chaud hein, sur la route du Tour, on ira vérifier tout à l'heure. Vous avez aperçu Maciej Bodnar, on parlait des coureurs polonais et de Miral Kwiatkowski, eh bien, en voilà un autre, de talent aussi. On a aperçu aussi celui qui nous avait quand même étonné, même si c'est un garçon qui avait déjà brillé sur les routes du Tour d'Italie. L'Italien de la Cannondale, on a aperçu Alessandro De Marchi, vainqueur d'étape le dernier jour sur le Dauphiné, c'est récent donc, hein. C'était l'étape qui arrivait à Rézoul. Alors, vous étiez en réflexion. Bonjour mademoiselle. Vous savez, il n'y a plus de casquette, c'est un casque maintenant, Jean-Paul, et c'est une ardoisière. Ancienne championne de Bretagne de cyclisme. Alors, là, on va aller voir Alain Galopin, puis vous allez nous dire si... Est-ce que Christopher Froome va attaquer? C'est une question que j'ai reposée plusieurs fois aujourd'hui. Mais d'abord, on va parler avec Alain Galopin de ce maillot jaune et de cette équipe Radio Shack. Oui, avec Alain. Bonjour Alain. Bonjour. Un petit mot déjà sur le bonheur d'hier avec cette victoire et ce maillot jaune. Je suppose qu'évidemment c'était une soirée extraordinaire. C'était pas mal, ouais. On aime bien des moments comme ça. C'est une petite seconde qui rapporte gros. Et franchement, c'est assez inattendu, mais quand on connaît la qualité du coureur, moi je suis pas surpris, quoi. Là, on est autour des 4 minutes. Pour l'instant, l'écart est autour des 4 minutes. Combien de temps vous allez laisser aux échappés? Là, vous avez à peu près... Vous avez donné la réponse déjà dans la réponse quand vous avez dit la question. Je pense que de toute façon, aujourd'hui, c'est clair qu'on veut garder le maillot. Demain, il y a le contre-la-montre par équipe. Si la situation elle reste comme ça, on part à la dernière équipe avec le maillot jaune. C'est un grand moment dans le tour, donc on va défendre notre maillot. Comment vous voyez le final? Vous qui êtes un tacticien hors pair, Alain, est-ce que vous pensez déjà que les sprinteurs peuvent passer? Est-ce que vous pensez que les Cador, les Froome, Contador peuvent, pourquoi pas Indichlek, peuvent attaquer? Je pense que c'est une côte de 3-4 km, donc ça va jouer entre puncher. Le grand favori de l'étape aujourd'hui, c'est Peter Sagan, et je pense pas qu'il y aura de grandes surprises. C'est le grand favori et il va gagner. Bon bah. À moins que Vestra résiste à tout le monde, parce qu'il est très fort. Il est capable de larguer tout le monde devant et arriver tout seul. C'est pour ça qu'on laisse un peu de marge et on verra en fonction de la physionomie devant. Mais Vestra s'est relevé derrière. Hier s'est relevé, il a fini avec Cavendish. C'était volontaire parce qu'il voulait attaquer aujourd'hui. Donc je pense que Vestra va être très dangereux dans le final pour la victoire d'étape. C'est pour ça que Cannondale, il faut qu'il fasse attention. Nous, on ne cherche pas la victoire d'étape, on cherche à garder notre maillot et ça nous suffit à notre bonheur. Bon, si Cédric Vasseur est un excellent consultant, vous êtes parfait en consultant. Merci Alain. Et confirmation sur notre blog avec Lil Snoop. J'espère que je prononce bien. Des fois, des petits surnoms ne sont pas faciles. Je sens Sagan. Alors, qu'est-ce que je sens? Ça n'arrête pas de bouger. Je sens Sagan aujourd'hui. Il n'y a pas de doute là-dessus non plus. Bon, bah, écoutez, tant mieux. On vient de parler de Joop Westra, le coureur qui a initié cette échappée, mais c'est pas nouveau sur le Tour de France pour le Néerlandais de la Vacances Soleil. On se rappelle qu'en 2011, il avait passé en tête une bonne partie de la première étape. Il avait finalement été battu par Philippe Gilbert. C'était dans le Mont des Alouettes, tout près des Herbiers, cher l'ami Christian Tessier. Et puis, alors, on se souvient, sur ce même Tour de France, que quelques jours plus tard, c'était du côté de Lisieux. Là aussi, il avait mené une échappée au long cours avant d'être rejoint dans les derniers kilomètres, laissant la victoire. C'était difficile à Lisieux, laissant la victoire à un certain Norvégien, Edvald Boasson Hagen, qui est bien sûr dans ce peloton aujourd'hui. Mais lui, il porte le maillot de la Sky désormais. On l'a dit, la fin d'étape sera sans doute plus animée. On imaginait que ce serait peut-être plus tendu au départ. Bien, pour l'instant, ça se passe bien pour ces 5-là, mais vous le constatez comme nous. L'écart ne bouge pas beaucoup. On est autour des 3 minutes désormais. On est monté au-dessus des 4. On est revenu au-dessus des 3. Alors 3,35 d'un côté, 3,14 de l'autre.
C'est comme à la bourse, hein. ça bouge assez vite. Bon alors, Froome, La bonne Christopher question. Froome, avec cette côte située en son sommet à 13 km 500 de l'arrivée, le col de Marsolino, qui n'est pas facile, classé en deuxième catégorie. Est-ce que Froome va nous montrer quelque chose encore aujourd'hui, puisqu'il a attaqué hier à 12 km de l'arrivée? Difficile. Enfin, on croit qu'il a attaqué en tout cas. Oui, je vais faire référence un peu au discours d'Alain Galopin, que je considère comme l'un des plus grands tacticiens au sein du peloton parmi les directeurs sportifs. Vous avez vu son petit message, il a dit: nous on n'est pas là pour gagner l'étape, on veut garder le maillot, le maillot jaune. Et évidemment Leo Westra est le coureur le plus dangereux, mais il est pointé à plus de 17 minutes il me semble au classement général. Donc ça c'est quelque part un appel à la formation Cannondale pour venir prêter un coup de main à la formation Radio Shack. Donc bien joué de la part d'Alain Galopin. Froome, je crois qu'on peut donner plusieurs explications à son attaque d'hier. Vas-y. La première peut-être tout simplement un Christopher Froome qui est dans une condition exceptionnelle et qui sent pas les pédales. On l'a vu l'année dernière, il avait décramponné Bradley Wiggins sans s'en apercevoir. Donc il est peut-être dans une journée exceptionnelle, dans une période exceptionnelle. Peut-être aussi un peu de nervosité de la part du coureur britannique qui a quand même la grande pancarte de favori de ce Tour de France, donc il panique un peu. On a eu une course nerveuse, il a peut-être voulu éviter des chutes. Ou alors peut-être une troisième explication, hier c'était l'anniversaire de sa fiancée. Il a peut-être voulu lui passer un petit coucou à la télé en direct, c'était peut-être prévu. Ça peut être une explication. Elle est surtout très influente sur son futur mari Christopher Froome. En tout cas, elle s'occupe de toute sa gestion et de sa communication. Thierry, voici le Capo Rosso, qui marque la limite du golfe de Porto au sud. Et il y a ici la tour de Turgu, la tour génoise, encore une. C'est la plus haute du littoral corse, à 300 mètres d'altitude environ. Au sommet, vous avez une vue à 360 degrés qui offre un panorama vraiment à couper le souffle. Alors le sommet, il s'élève à 331 mètres au total au-dessus de la mer. Et la région est réputée pour ses grottes marines. La plus connue est celle de Capo Rosso par la beauté de ses fonds sous-marins. Depuis 1983, eh bien, ce Capo Rosso figure sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, avec la tour génoise de Turgu. Nous sommes dans le golfe de Porto, sur la façade occidentale de la Corse, qui occupe la partie sud du littoral du parc national régional de Corse. Troisième dernière étape sur le Tour de France, 100% Corse pour ce grand départ très réussi, magnifique bien sûr dans les images, mais aussi très bien organisé. On a déjà presque oublié la petite histoire d'Abus arrivé le premier sur une ligne d'arrivée. En tout cas, ça restera une des images de ce Tour de France 2013. Heureusement, anecdotique, même s'il y a eu quand même des coups de gueule après. On se rappelle celui de Marc Madou. Les 5 hommes de tête attaquent la deuxième difficulté du jour, le col de San Martino, col classé en 3e catégorie. Alors la difficulté, c'est qu'après on va descendre vers Piana pour enchaîner de nouveau après Porto avec la côte de Porto. C'est vrai que là, ça peut être intéressant. On va voir comment gère ces deux difficultés, ces 5-là, alors que cette étape nous emmène d'Ajaccio à Calvi. Et vous vous en rappelez bien sûr et forcément, mon cher Jean-Paul, cette étape c'était 1980 sur le Tour de Corse et la victoire d'un certain Joël Galopin. Ah, petit incident pour l'instant anecdotique pour le maillot vert. Oui, petit incident anecdotique, Marcel Kittel en effet qui vient de dérailler, qui a très bien géré l'affaire puisqu'il y avait un petit fossé sur le côté. Il s'est arrêté doucement, il a bien géré ça. Bon, en même temps, voilà, on est à 20 km/h, c'est toujours plus délicat quand on est à 50 ou 60 km/h de dérailler. Donc Marcel Kittel a remis sa selle et je vous le dis à peine je me retourne, il passe avec un grand sourire. Et donc vous le voyez en force finalement, on parlait des coureurs qui tournent les jambes, quoique, allez, il tourne un peu les jambes quand même. Et donc Marcel Kittel revient avec sa grande carcasse et son maillot vert, attendu par l'un de ses coéquipiers. Mais alors je vais vous dire, aucun stress du côté du maillot vert avec son grand sourire. Son look particulier, surtout quand il enlève le casque. Et bon, le casque est obligatoire. Ça fait 10 ans, tiens, que le casque est obligatoire. Ça passe vite quand même, hein. Ça a été instauré en 2003, malheureusement, après l'accident mortel de Kiviles sur Paris-Nice.
triste mémoire, triste souvenir, mais depuis le casque est obligatoire. On se souvient qu'il y avait eu, vous vous en souvenez, il y avait eu une polémique autour de ce casque obligatoire, même une grosse polémique, il y avait même eu une grève des coureurs. J'y étais, c'est vrai que j'étais malheureusement aussi lors de cet accident tragique du côté de Saint-Chamond lors de Paris-Nice. J'étais quelques places derrière Andrei Kivilev qui a été déstabilisé et qui a malheureusement chuté. Et puis c'est vrai que les coureurs au début ont protesté un peu pour cette obligation de mettre le casque. Je crois qu'aujourd'hui, pratiquement 100% des coureurs ne se posent plus la question, non seulement en compétition mais aussi à l'entraînement, ils le portent. Et vous devez porter votre casque lorsque vous faites du vélo. Faites du vélo. Eh bien, le golfe de Porto, que nous évoquions il y a quelques instants, sur cette façade occidentale de la Corse, qui occupe la partie sud du littoral du parc naturel régional de Corse, nous le rappelons. Sa géologie est particulière puisqu'elle est constituée de roches volcaniques qui font partie d'un ensemble appelé Corse cristalline, avec des roches magmatiques. Ça couvre les 2 tiers de l'île, à l'ouest de la ligne qui part de Calvi et qui rejoint Solenzara. Nous sommes passés le premier jour de course. Le golfe de Porto, oui, est classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Il comprend Porto, les calanques de Piana que nous allons voir tout à l'heure, et la réserve naturelle de Scandola. C'est quand même le Tour de France, Jean-Paul. J'ai presque honte de quitter de si belles images. Et tiens, certains de nos téléspectateurs nous l'ont écrit, plusieurs d'ailleurs, pour féliciter ceux qui ont réalisé tout à l'heure sur l'eau avec des jet skis un 100. Ah oui, ça c'est absolument original. Ça on aime bien, on aime beaucoup. On l'a vu assez rapidement et chacun, on peut dire, chaque secteur, quel qu'il soit, a réalisé de véritables prouesses pour mettre en valeur, mettre en lumière le 100e Tour de France. Donc, chacun est à féliciter, en particulier, je dirais. Je vous rappelle qu'ils sont 198 au départ de ce Tour de France, plus que 197 sur la route du Tour aujourd'hui, après l'abandon d'Andrei Kachestin, le coureur kazakh de l'équipe Astana. Mauvaise nouvelle, il y a 42 coureurs français au départ de ce Tour. Mauvaise nouvelle, Nicolas G, un coureur français de l'équipe Cofidis, équipe qu'on n'a pas encore beaucoup vue, l'équipe nordiste, mais ça ne saurait tarder. Jérôme Coppel a été pris dans la chute le premier jour à 6 km de l'arrivée. Il est bien râpé, il va être handicapé toute la semaine. Ren Taramae aussi, il a été distancé hier dans la bagarre finale. Et ça va mal pour Johan Bagot. Oui, ça va mal pour le coureur français qui, on l'a vu, s'est porté à la hauteur de la voiture médicale. Alors on n'a pas encore l'information, on va se porter à la hauteur du médecin si vous voulez tout à l'heure pour avoir cette information. Mais donc en fait, Johan Bagot est venu consulter le doc et dès les premières rampes de ce col de San Martino, on a vu la souffrance et le rictus de souffrance du coureur français là qui est distancé. Et lorsqu'on se retourne, on ne le voit plus. Il est environ maintenant à 200 mètres du peloton. Et c'est vrai, en effet, ça sent mauvais pour le coureur français. Assez nouvelle inquiétante pour lui. On va vous dire dès qu'on aura des nouvelles pour savoir exactement de quoi il souffre. Et on a vu également Thomas Voeckler qui à nouveau s'asperger d'eau, se mettre 2 bidons sur la tête, sur les pieds, un peu partout. Parce qu'il fait très chaud, encore une fois, sur la route du Tour. Et on voit la Gerd Steckmans en queue de peloton aussi qui souffre un peu. Bref, il fait chaud et ça promet des dégâts. On voit également Geraint Thomas en queue de peloton. Geraint Thomas qui visiblement a eu du mal encore à récupérer après sa chute il y a 2 jours et qui navigue toujours en queue de peloton. Sur cette image, on a vu d'ailleurs à confirmation tous les coureurs qui sont à l'avant du peloton notamment ont les maillots ouverts, sauf, le voici, Geraint Thomas pour illustrer les paroles de Nicolas G, sauf Christopher Froome. Enfin lui, la chaleur, ça ne peut pas lui faire peur. Il est né au Kenya, où ses parents d'origine britannique pour son père, kenyane pour sa mère, eh bien, avaient immigré. Et donc, Christopher Froome, la chaleur, ça ne lui fait pas peur. Et rappelons qu'il a fait toutes ses gammes sur un vélo en Afrique du Sud, lorsqu'il faisait ses études. Il est passé par le Centre mondial du cyclisme situé à Aigle. C'est un pur produit du CMC. Et il vit actuellement à Monaco. Donc, c'est un coureur qui n'a aucun problème, évidemment, pour supporter la chaleur. Il peut s'entraîner au sud.
Donc pas de souci de chaleur pour Christopher Froome, bien au contraire. Et on a vu Geraint Thomas tout à l'heure à l'arrière du peloton qui souffre un petit trait de fracture au niveau du pelvis. Le voilà, Geraint Thomas qui va vivre une journée difficile. Malheureusement, il va falloir s'accrocher pour lui. Parce que c'est toujours important dans un dispositif de pouvoir compter sur les capacités de Geraint Thomas qui est un élément essentiel dans le dispositif Sky. Mais la journée s'annonce difficile. Encore 90 km à tenir. Et on a besoin de toutes les forces vives parce que demain se présente un contre-la-montre par équipe. Court, tout plat. Court pour un contre-la-montre par équipe. 25 km, mais attention, chaque seconde sera importante et les leaders ne voudront pas perdre de temps dans cet exercice un peu spécifique. Et avec 9 coureurs, c'est quand même mieux, même si le temps est calculé sur les 5 premiers à l'arrivée. Oui, mais c'est vrai que si on veut viser la victoire d'étape et on connaît l'attirance pour les équipes anglo-saxonnes, et Sky fait évidemment partie de ces formations, on sait qu'elles veulent non seulement limiter la casse dans cet exercice, mais surtout essayer de remporter l'étape et pourquoi pas de grappiller quelques secondes. Justement, Alberto Contador, que l'on a ici en plein cadre, bien entouré par ses coéquipiers. C'est aussi important la veille d'un rendez-vous comme celui qui attend les coureurs de demain, c'est-à-dire ces 25 km de contre-la-montre par équipe, d'essayer de ménager au maximum sa musculature. Donc c'est peut-être ce qui explique la raison majeure pour laquelle les coureurs tardent un peu à se lancer dans la vraie bagarre. Mais quoi qu'il en soit, dans les 40-50 derniers kilomètres, on ne pourra plus se cacher ni se réserver. C'est vraiment chaud, hein. Regardez comment respire Alexis Vuillermoz. On sent que c'est pâteux, hein, que la chaleur est bien présente là sur la route du Tour de France où Geraint Thomas connaît une journée bien compliquée, très compliquée, à hauteur du service médical. Nicolas, ça confirme ce que vous aviez vu, bien sûr. Oui, en effet, Geraint Thomas, on le voyait depuis le début de l'étape qui était en dernière position. Et là, c'est sûr que voilà, c'est dur pour lui. Alors, Geraint Thomas, ce matin, s'est échauffé sur le home trainer pendant une vingtaine de minutes pour essayer de réchauffer un peu les muscles et ce trait de fracture dont parlait Cédric, pour essayer de moins souffrir qu'hier, mais visiblement ça ne le fait pas. Et Geraint Thomas là, qui est à la hauteur de la voiture médicale et qui s'accroche comme il peut. On le voit, pourtant il n'y a pas une pente non plus insurmontable, surtout pour un coureur de cette qualité, mais c'est trop dur pour lui. Il fait l'élastique et il s'accroche. Et une petite information également, tout à l'heure on vous parlait de Johan Bagot. Johan Bagot se plaint de maux de ventre apparemment, problème d'estomac pour le coureur français qui est distancé, irrémédiablement lâché désormais. Il y a Roland à gauche de la route, il a presque un maillot, en tout cas il y en a un qui a un maillot qui lui ressemble, qui est dans son équipe, c'est Yukiya Arashiro, le champion du Japon, et lui il a un gros poids rouge sur le dos, alors que Pierre Roland a plein de petits pois rouges. Il en a partout, même sur le vélo. Par rapport à ce que nous racontait tout à l'heure Jean-Paul dans 100% légende, c'est vrai que les choses ont beaucoup évolué. Maintenant, on s'amuse même avec le matériel qui est très développé. Vous savez qu'on fait, on en parlera demain dans les contre-la-montre, dans le contre-la-montre par équipe, mais il y a beaucoup de recherche qui est faite autour du matériel et aussi de la pénétration dans l'air. Ça peut expliquer que les coureurs vont de plus en plus vite, que le matériel est de plus en plus léger aussi. Ça a bien changé, hein, depuis Maurice Gara. Maurice Gara et Christophe que l'on a entendu tout à l'heure. On en reparlera d'Eugène Christophe. La chaleur, ça ne le perturbe pas beaucoup non plus. Alberto Contador se remet de cette chute, hein, le premier jour. Dans cette étape entre Porto-Vecchio et Bastia, il emporte encore les stigmates, notamment sur le coude gauche. Ça ne se voit pas, mais aussi sur l'épaule gauche. Oui, mais c'est vrai qu'on avait un peu peur quand on l'avait vu franchir la ligne, notamment Gérard Holt, qui nous avait fait part justement de ce fort traumatisme dont il souffrait à l'épaule. Je pense que quand on a ces images à l'écran, on peut être rassuré. Alberto Contador est bel et bien en bonne condition et ne souffre pas trop de cette chute. Et tant mieux pour le spectacle. Avec Martin Weinand pour la formation Pelkin dans sa roue. Pour ceux qui n'étaient peut-être pas là les 2 premiers jours, nouveau maillot, nouvelle appellation pour l'ancienne Rabobank qui en début d'année 2013 s'appelait Blanco. Beaucoup de problèmes de dopage aux Pays-Bas.
C'est vrai que le cyclisme est regardé désormais d'une drôle de façon, alors qu'on est au pays du vélo et des grands champions néerlandais. Vous pourriez nous en faire une liste qui ne s'arrêterait presque jamais, mon cher Jean-Paul. Et on a essayé, comme l'on dit, de laver plus blanc que blanc, d'où cette appellation Blanco. Mais l'arrivée maintenant d'un partenaire financier, nouveau partenaire financier pour cette équipe néerlandaise, dont on avait craint un instant qu'elle ne disparaisse, et qui a aussi une filière féminine, avec la formidable Marianne Vos. Je ne vais pas vous donner tous ses titres, je crois qu'elle a tout gagné, que ce soit en cyclocross, sur piste et sur route bien sûr, puisqu'elle est championne olympique depuis les Jeux Olympiques de Londres en août dernier. Et dans cette équipe Rabobank, il y a la talentueuse française, la champenoise Pauline Ferrand-Prévot, qui a été il y a quelques jours sacrée championne de France du contre-la-montre à l'Anilis, le matin de la victoire de Sylvain Chavanel pour la 5e fois dans un championnat de France de contre-la-montre. Voilà le kilomètre pour les 5 hommes de tête. L'écart continue de diminuer légèrement, sans doute parce que là on est dans une partie un peu plus difficile, Jean-François. Oui, on est en prise, comme le disait le cher Laurent Fignon. On est en prise depuis le début. C'est pas une montée très très violente à laquelle on assiste en termes de pourcentage de pente, mais on est en prise en permanence, donc c'est évidemment compliqué pour les coureurs. Là, la température, elle est montée à 35 degrés, Thierry Cédric, et on n'a plus du tout de vent, hein. On ne ressent pas le vent ici, donc il fait vraiment très très chaud pour les coureurs, évidemment. Et puis on en a profité pour aller discuter un petit peu avec Jean-Paul Van Poppel, qui ne souhaite pas s'exprimer en français à notre micro, mais il a un peu tort, parce qu'on comprend très très bien son français, enfin, ça fait rien. À propos de Liuwe Westra, dont Alain Galopin, directeur sportif de la Radio Shack, nous disait le plus grand bien au micro de Nicolas tout à l'heure, Liuwe Westra, il est loin au classement général, 17 minutes, me disait Jean-Paul. Donc ça aurait été bien si, et seulement si, ça aurait été bien pour lui de s'échapper, si et seulement s'il n'y avait pas eu Gauthier et Villermoz, qui eux ne sont qu'à 1 seconde au général. Donc évidemment, on ne va pas les laisser s'envoler, Gauthier et Villermoz derrière. Donc je pense, et ça il n'a pas voulu nous le dire évidemment, que peut-être que Liuwe Westra va tenter quelque chose dans la suite de la journée pour s'échapper seul, parce que lui, il aura un bon de sortie, contrairement à Gauthier et Villermoz. Contredisez-moi si vous le souhaitez. Pendant ce temps-là, Gauthier est parti. C'est la défense du maillot blanc à pois rouge, et la meilleure défense, c'est l'attaque. Oui. Alors, quitte à le garder dans l'équipe, autant le prendre. On rappelle que ce col est classé en 2e catégorie. Oui, mais on a l'impression que Clark est un redoutable concurrent. Il va essayer, Westra, qui va essayer d'imposer sa puissance. Le tout, évidemment, étant de lancer le sprint au bon moment. Est-ce que Villermoz va réussir à remonter? Et non, c'est encore Clark. C'est pas une surprise, hein. On le disait, on l'a dit une première fois, mais on va le répéter. Il a été sacré meilleur grimpeur du Tour d'Espagne 2012. Il avait quand même gagné une étape, la 4e, qui était en altitude, hein, une arrivée, une étape de montagne. Donc voilà, on sait que l'Australien est un excellent grimpeur. Lui qui a rejoint l'équipe Orica Green Edge. Un sans faute pour l'instant pour le coureur australien. Et on parlait de Liuwe Westra, le coureur néerlandais qui a été à l'origine de cette échappée à 5. En tout cas, il a été le premier à attaquer dès les premiers hectomètres de cette 3e étape. Et Liuwe Westra se disait, alors c'est anecdotique, hein, mais pour l'instant, eh bien, on peut encore se le permettre. Alors qu'on cherche des bidons histoire de boire un peu. Christopher Froome, là, qui a été ravitaillé en roulant tranquillement, eh bien, il a été très honoré il y a 3 semaines d'être invité à déjeuner à la table du nouveau, vous savez qu'il y a un nouveau roi des Pays-Bas, Willem-Alexander et la reine Maxima, qui étaient en visite sur un bateau de croisière dans la région natale, c'est-à-dire la Frise, où il habite toujours. C'est la région de Liuwe Westra. Alors c'est complètement anecdotique, mais ça montre l'importance du cyclisme aux Pays-Bas, qui a été chahuté, mais bon, beaucoup de pays ont été en souffrance de ces affaires de dopage. C'est malheureusement pas terminé sur les histoires anciennes. On espère que ce tour sera le plus propre possible, avec très peu d'histoire, pour ne pas dire pas d'histoire du tout, et ça c'est possible, c'est tout à fait plausible. En tout cas, j'ai la faiblesse de penser et de le croire.
voyez, changement de configuration en tête du peloton, puisque ce sont les équipiers d'Alberto Contador maintenant qui sont venus se positionner en tête. Et effet immédiat, l'écart est en train de baisser légèrement. Oh Jean-François, c'est plus tout à fait le club des 5 assis. C'est parce que Cyril Gauthier est à hauteur d'Ismaël Motier. On a besoin de récupérer des bidons, on a besoin de boire. J'ai cru qu'il y avait une petite accélération. Et le meilleur moyen de récupérer, c'est voilà, de prendre un peu de vitesse. Ça n'est pas autorisé, mais enfin Oui, bon, exact, on ferme les yeux. Exact, Thierry, c'est bien vu, mais à noter quand même que Sébastien Minard n'a pas du tout joué la course au maillot à pois. Hein. Il a laissé les 4 s'expliquer et il a terminé l'ascension à son rythme, à son train, sans s'énerver, sans s'affoler. Puis il les a rejoints, là, ça se regroupe tranquillement. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, il fait vraiment super chaud là. Hein. Et c'est un gros changement par rapport aux étapes précédentes où on avait l'occasion de profiter de la brise de mer régulièrement. Là, pour aujourd'hui, ça va être une autre histoire. Hein. Il va vraiment falloir beaucoup s'hydrater. Et dites donc, changement complet de physionomie en tête de peloton. L'équipe de la Saxo Bank, Tinkoff, les coéquipiers d'Alberto Contador ont accéléré. Peloton en train de s'étirer. Ah, et si Alberto Contador voulait répondre un peu aujourd'hui à l'attaque de Christopher Froome hier, c'est surprenant, hein, c'est surprenant de voir les équipiers d'Alberto Contador, notamment la personne de Sergio Paolino, portugais. Oui, Alberto Contador en 3e position devant Roman Kreuziger. Voilà, on a Michael Rogers aussi bien présent. Et le peloton est étiré. Geraint Thomas en souffrance. Nicolas, le peloton s'est étiré. Cadel Evans vient de se mettre à l'avant. Yann Backlans, le maillot jaune aussi, sans coéquipier à ses côtés. Pour l'instant, ça n'est pas très embêtant. L'équipe, voici Andy Schleck, bien placé. En forme, Andy Schleck. Hein. Il est bien. Moi, je le trouve très bien. Il a affûté. C'est vrai qu'on a dit beaucoup de choses, écrit beaucoup de choses. Ça le motive plus qu'autre chose. Mais bon, il s'est bien préparé. Il était en stage, mais il s'est bien préparé. Lui qui va retrouver son frère, qui a été suspendu et qui reviendra à la compétition le 16 juillet prochain. Nicolas, je vois des nouvelles de Johan Bago, s'il vous plaît. Eh bien, les nouvelles de Johan Bago ne sont pas rassurantes puisqu'il est très loin, Thierry. Désormais impossible quand on se retourne de le voir. Et Johan Bago qui souffre toujours du ventre et qui vivait déjà un calvaire tout à l'heure. Et Johan Bago est loin. Il a basculé tout à l'heure. Il a à peine basculé. Donc vraiment, il y a peu de chance. On ne veut pas lui porter la poisse, mais que Johan Bago revienne dans ce peloton parce qu'il a basculé vraiment loin désormais. Donc je pense qu'il était au moins à plus de 2 minutes tout à l'heure au sommet du peloton. Oui, et vous voyez la bagarre qui vient actuellement en tête de peloton. C'est maintenant au tour des équipiers de Christopher Froome de se repositionner en tête. Et effet immédiat, 1,34 d'avance simplement maintenant pour les hommes échappés. Jan Stannard. On a aperçu les hommes de la Belkin qui se sont positionnés aussi devant pour Bauke Mollema, plus que pour Robert Gesing. Voici le groupe de 5 dans cette descente, traversée de village. Jean-Paul, beaucoup de monde. On est dans ce merveilleux village de Piana. On parle plus des calanques que du village régional de Corse. Il n'est pas adhérent d'ailleurs, très joli village, célèbre pour ses magnifiques calanques que nous allons voir. Classé un des plus beaux villages de France, avec son église ici au premier plan de l'Assomption, au cœur du village, qui est de style baroque, construite à partir de 1765, qui est remaniée à plusieurs reprises. Elle est en granit et moellon. Elle a été reprise à l'inventaire général du patrimoine culturel de la collectivité territoriale de Corse. Une grosse frayeur pour... grosse frayeur, même. Moi, je sais pas, sur le vélo, ça me fait une grosse frayeur. Et moi, je vais au tas, ça c'est sûr. Mais bon, je suis pas une référence ni un exemple. Moi, s'en fout en vélo. Alors, on revoit donc Piana et son église de l'Assomption au centre. Et le peloton se rapproche. Hein.
désormais, décidément, ça n'arrête pas de changer, Ouais. emmené par les coéquipiers de Cadel Evans. Marcus Burkhardt. Il a eu 30 ans hier. Oui, et je crois que tout simplement les coureurs craignent aussi ces routes escarpées, sinueuses, étroites, et donc on ne veut prendre aucun risque. On demande à ses coéquipiers de se repositionner en tête de groupe, ce qui explique malheureusement que l'écart est en train de diminuer. Les merveilleuses calanques de Piana, nous y allons. C'est l'un des 3 sites remarquables, patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Tour de la France, c'est aujourd'hui le Tour de la Corse, dernière étape en Corse. Ajaccio-Calvi, 145 km 500. Prudence du côté des hommes de la Belkin et toujours 5 hommes en tête, partis dès les premiers hectomètres grâce notamment à Lieu Westra, l'ancien champion des Pays-Bas du contre-la-montre. En tout cas, champion des Pays-Bas ces 2 dernières années, puisqu'il a renouvelé son bail en 2013 après avoir déjà été champion des Pays-Bas du contre-la-montre en 2012. Lui aussi aura un maillot distinctif demain dans le contre-la-montre par équipe, comme d'autres, comme par exemple Sylvain Chavanel dans l'équipe Omega Pharma Quick Step. Quand on regarde cette route, quand on regarde cette descente, quand on regarde la largeur de la route, on peut comprendre aussi qu'on ait fait rouler en tête de peloton les équipiers pour d'abord allonger le peloton, ensuite bien pour être très prudent et ne pas risquer de basculer, notamment à gauche de la route. Et puisque je parle de Lieu Westra, je rajouterai, comme me le disait mon ami Patrick Lafayette, qu'il faut rappeler que l'on parlait de la passion du vélo, Jean-Paul, aux Pays-Bas. Il faut rappeler que l'expression la petite reine, qu'on emploie un petit peu moins, vient justement des Pays-Bas et vient du nom de la reine Wilhelmine, qui avait été couronnée en 1898 et qui adorait le vélo. Il y a plusieurs appellations effectivement pour la petite reine. Alors on revoit ces calanques de Piana sous un autre angle. C'est une merveilleuse calanque remarquable avec ses roches volcaniques qui font partie de l'ensemble appelé Corse cristalline à roches magmatiques. Les calanques sont composées de remarquables rochers de granit rose, percés de cavités. Les taphons, je vous parlais des taphons, le taphone est une forme en creux arrondi de plusieurs centimètres due à l'action des variations de température et d'humidité, couplée naturellement aux embruns de la mer Méditerranée et au vent fort. Et on va ajouter une innovation, celle de France Télévisions en 2013, pour ce 100e Tour de France, la visite des calanques
avec un drone. Regardez. Très beau. Ils étaient dans la descente, c'est pour cela qu'on a profité de ce mixage musique, paysage hors norme, extraordinaire, fabuleuse. Corse, le Tour de France a mis tant de temps, 110 ans à venir en Corse, mais pour cette 100e édition, c'était vraiment un départ idéal. Et vous avez compris pourquoi on fait rouler les coéquipiers, pourquoi le peloton s'est étiré, parce que Nicolas G, cette descente est quand même pour un peloton assez technique, très compliqué, virage qui referme, c'est pas simple. Oui, c'est une route qui ne rend pas, c'est une route cabossée par endroits, notamment sur la gauche de la route, avec des trous sur les côtés et également quelques gravillons de part et d'autre de cette route extrêmement sinueuse. Donc les coureurs font attention. Évidemment, la sortie de route se paye cash ici, puisqu'on était évidemment dans ces merveilleuses calanques de Piana, mais extrêmement dangereuses pour les coureurs, parce que le ravin était évidemment là, on était à flanc de ravin, donc il fallait surtout éviter une sortie de route encore plus ici qu'ailleurs. Donc les coureurs font très attention. 55-60 km/h maximum ici avec ces nombreux virages. Je pense que les coureurs n'ont pas eu le temps d'apprécier ces paysages fantastiques, mais nous évidemment on a pu regarder, je vous l'avoue. Et donc voilà ce peloton qui fait extrêmement attention. A signalé Thierry un coureur qui a été distancé tout à l'heure, c'est Tom Villers, le néerlandais d'équipe Argos, qui juste avant la descente n'a pas réussi à basculer avec le peloton et qui piochait littéralement, on le voyait vraiment souffrir. Et un autre coureur, c'est Edward King, le coureur de la Cannondale, qui lui a réussi à reprendre sa place dans le peloton après être allé voir le médecin Edward King qui avait chuté il y a 2 jours, souvenez-vous, le coureur de la Cannondale. Voilà en tout cas donc 2 coureurs manquent dans ce peloton, Johan Bago et Tom Villers, et évidemment Andrij Kachechkin, lui a abandonné tout à l'heure, alors que Tom Villers vient de faire une sortie juste devant nous. Tom Villers qui a fait un tout droit sur le muret, il a failli tomber dans le ravin dont je vous parlais. Quelle chance pour Tom Villers qui est sorti mais qui est sain et sauf, qui repart. Oh, la frayeur du néerlandais, c'était une image saisissante. Il faut savoir descendre aussi. Vitesse dans cette partie très technique, dans cette descente très technique annoncée aux alentours de 61-62 km/h pour la tête du peloton. Je sais que c'est important pour vous, débraquer dans une descente comme celle-ci, parce que les cyclos, ceux qui nous écoutent, font aussi beaucoup de cyclistes, viennent se balader par ici. On aura l'occasion d'en reparler et ils aiment qu'on leur parle technique et que l'on parle matériel. Oui, les coureurs n'ont pas besoin de trop pédaler, on le voit, ils essaient surtout de calquer leur trajectoire sur les motos qui précèdent, un braquet tout simple, puisque la vitesse dépasse les 60 km/h. On est sur du 53-11, 53-12 pour les hommes de tête, notamment les équipiers de Robert Geising et de Boyke Mollema, alors qu'ici à l'arrière du peloton c'est un peu plus compliqué pour Geraint Thomas. Lui aussi fait partie de ceux que l'on annonce comme très forts sur le Tour de France. Il est un brillant, très brillant pistard, champion olympique notamment, dans la lignée de Bradley Wiggins. Il avait fait l'impasse, notamment sur le Tour de France 2012, pour se consacrer aux Jeux Olympiques de Londres. Et c'est un proche, un intime de Bradley Wiggins, mais on dit aussi beaucoup de bien de lui. Ça fait quand même beaucoup de garçons talentueux dans cette équipe. Et Sky, Bradley Wiggins, qui s'entraîne de nouveau, s'est reconcentré sur le cyclisme. C'est vrai que ça a été assez compliqué pour lui, après avoir remporté le Tour de France, puis après être devenu champion olympique du contre-la-montre chez lui à Londres. Tout ça a été assez compliqué à gérer. Il l'avait abandonné sur le Tour d'Italie, sur le Giro. En descente, il était en énorme difficulté. C'était même
image saisissante et il s'est reconcentré, semble vouloir retrouver la forme d'antan et revenir à un grand coureur qu'il aime. Et il y a Christopher Froome dans cette équipe Sky, Richie Porte dans cette équipe Sky et puis Geraint Thomas, mais il était dans la chute le premier jour. Et pour lui, aujourd'hui, il s'agit, comme hier, de rentrer avec le peloton et de gérer au mieux l'ensemble de ses blessures. Tout comme Tony Martin, mais Tony Martin est au milieu du peloton et il semble avoir bien récupéré de sa chute très spectaculaire. C'est vrai qu'on avait eu très peur samedi soir après l'arrivée lorsqu'il avait été transporté à l'hôpital par les pompiers après une perte de connaissance notamment, et il semblerait quand même, parce que ce soit Claude Aymar, Bernard Berlier ou Jean-François ou encore Nicolas, eh bien il parle souvent avec les directeurs sportifs, avec les coureurs et dans l'équipe Omega Pharma Quick-Step, et on vous l'a confirmé aussi, ce sont des blessures impressionnantes, peut-être un petit peu moins, elles commencent à soigner seulement, mais samedi c'était vraiment très impressionnant et tout le monde a été surpris de le voir au départ hier matin. Oui, samedi soir, on n'imaginait pas que Tony Martin puisse remonter sur le vélo dimanche matin, et puis il a passé apparemment une nuit pas trop mauvaise. On ne peut pas parler de bonne nuit évidemment quand on est victime d'une telle chute. Tony Martin, on le connaît, c'est un coureur exceptionnel, mais c'est aussi un coureur de grand caractère qui a souhaité repartir, et la preuve, il fait encore partie de ce peloton. Ça va être un élément important dans le contre-la-montre par équipe demain pour la formation de Patrick Lefebvre. 73 km 600 de l'arrivée, 42 secondes, c'est l'écart entre le groupe de 5, l'échappée du jour, et la tête du peloton. Pas facile de s'échapper pour l'instant sur le Tour de France. 3 équipes françaises, une équipe australienne, les équipes françaises je vous les rappelle, Europcar, AG2R La Mondiale et Sojasun. Une équipe néerlandaise, l'équipe Vacances Soleil avec Lieuv Westra. Il aura été l'initiateur aujourd'hui de cette échappée. Sera-t-il demain le dossard rouge sur le contre-la-montre? Peut-être, on verra. C'est le jury qui en décidera. On a oublié hier parce qu'on était un peu pris dans le final. On essaiera de vous donner le nom du vainqueur de ce prix de la combativité qui reçoit donc un dossard rouge sur le podium orchestré par Bernard Hinault avec la voix du Tour, Daniel Manjas, que je salue. Oui, et vous voyez que l'écart continue de baisser sous l'impulsion des coureurs de la formation Belkin, et notamment Bram Tankink. C'est Bram Tankink qui se lance dans la descente pour la formation néerlandaise. Et vous voyez un peloton bien en file indienne. Et comme le disait tout à l'heure Nicolas G, une simple faute de trajectoire, une petite erreur au niveau du freinage, et vous pouvez malheureusement vous retrouver au sol. Donc beaucoup de vigilance au sein du peloton quand on descend à cette vitesse. Ça ne descend plus pour le club des 5. On aperçoit à gauche de la route Alexis Vuillermoz. Il découvre le Tour de France, et quand vous lui posez la question quelle première image vous vient à l'esprit quand on vous parle Tour de France, il répondait c'est le camping à l'Alpe d'Huez avec mon père, un pote et mes cousins. C'était à l'époque de Richard Virenque ou encore de Marco Pantani. Eh bien le rêve est devenu une réalité pour celui que l'on appelle Pikachu dans le peloton, parce que quand il faisait du VTT, il avait toujours un casque jaune sur la tête, et surtout, il était le spécialiste de ces attaques éclairs. Et vous qui avez des jeunes enfants, vous avez forcément regardé ça, Pikachu. Évidemment. Jean-Paul, je ne pose pas la question. Et pour être tout à fait complet sur Alexis, il a été formé. C'est important de le dire parce que les clubs formateurs, on les oublie vite quand les coureurs deviennent pros. Mais c'est grâce à eux. Il a été formé au CC Etup, et on se rappellera qu'il avait été victime d'une terrible chute à l'arrivée du Tour d'Alsace due à l'appareil photo d'une spectatrice. Faites attention. Faites attention. Mais l'appareil photo aujourd'hui, c'est obligatoire.
Retour à la dure réalité, deuxième abandon aujourd'hui sur la route du Tour de France, le premier de ce tour, de ce 100e tour. C'était Kasheshkin tout à l'heure, le coureur kazakh de l'équipe Astana, et donc confirmation de ce que l'on avait entrevu tout à l'heure avec Nicolas G, l'abandon du coureur français de l'équipe Cofidis, Johan Bago. Il manque 2 coureurs sur la route du Tour désormais. C'est un miracle. Après la première chute samedi après-midi, c'est un miracle. Et malheureusement pour eux, ce sont des coureurs qui n'ont pas été forcément touchés par cette chute, mais victimes de problèmes gastriques, de maux d'estomac ou de fatigue pour André Kasheshkin. Oui, et Martin Weinand maintenant s'est porté en tête de peloton. Vous voyez que du côté de la formation Belkin, on a envie de rentrer sur cette échappée qui devrait quand même pouvoir essayer d'aller chercher les points en haut de cette difficulté. Alors on va évidemment surveiller Simon Clark. Mais à jouer comme ça au chat et à la souris, on va perdre des secondes importantes et Sébastien Minard va essayer de prendre un peu d'avance. Alors c'est une autre tentative de 100 avec des bateaux, 100 pour le nombre, hein, mais c'est un peu plus complexe. Ça grimpe, ça se voit avec les 5 hommes de tête. On va se concentrer sur cette côte de Porto. Il reste 400 mètres. On va s'apercevoir que derrière c'est compliqué pour les sprinteurs. Mark Cavendish ici, encore en difficulté comme hier. Début de Tour de France compliqué pour Mark Cavendish, on rappelle, hein, 5 victoires d'étape sur le Tour d'Italie, pas sûr qu'il ait récupéré. Puis bon, le Britannique, originaire de l'île de Man, où il pleut plus qu'il ne fait beau, il me semble-t-il, n'aime peut-être pas vraiment cette chaleur un peu étouffante que l'on trouve ici en Corse. Cyril Gauthier, de nouveau fait le coup, mais regardez, Simon Clark, il aperçoit la banderole juste après le virage à gauche. C'est lui indiscutablement le plus grimpeur des 5, pas de doute là-dessus. Et Simon Clark continue son ramassage des poids rouges pour ce maillot blanc de meilleur grimpeur qui est toujours sur les épaules de Pierre Roland. Oui, plus 2 pour Simon Clark et plus 1 pour Viermoz. Marcus Burkhardt qui est en train de replacer Cadel Evans avant d'aborder la descente. À l'arrière du peloton, Mark Cavendish, mais pas seulement. Nicolas. Non, pas seulement, puisque Tony Martin vient d'être distancé et on comprendra pourquoi, évidemment, vous parliez de sa terrible chute il y a 2 jours. Alexander Kristoff, le Norvégien de l'équipe Katusha, également Nasser Bouhanni. On est passé juste à côté de Nasser Bouhanni et il avait le visage marqué, il nous a regardé, il a essoufflé en disant j'y arrive pas. Et je pense aussi marqué par la chaleur, la terrible chaleur qu'il y a sur le Tour de France, environ 35 degrés, il n'y a vraiment pas d'air ici. Et également Kirienka, Vasil Kirienka, la machine à rouler de l'équipe Sky, le coéquipier de Christopher Froome, a été distancé également. C'est plus surprenant. C'est quand même une information importante alors que la tête de peloton arrive à son tour sous cette 3e difficulté du jour. Ça c'est des la distancés. La côte de Porto. Pardon, c'est l'arrière du peloton. Voilà, ça c'est le groupe coureurs dont on qui sont parlait, distancés, oui. avec notamment Bassayev qui ferme la marche. Et on est dans la descente où le club des 5 s'est un petit peu disloqué. En tout cas, il y en a un 2 devant, 3 derrière. Jean-François Kerkert au milieu de tout ça. Oui, juste au sommet de la côte, là, les 2 qui étaient partis ont continué leur chemin, mais je pense qu'on va avoir un scénario semblable à celui de tout à l'heure, c'est que ça va revenir tranquillement. D'ailleurs, c'est en train de se faire à l'initiative du coureur AG2R qui revient là avec dans sa roue Gauthier et puis Lio Vestra qui ferme la marche de ce petit groupe, mais ils vont revenir tous les 5. La route s'est élargie, c'est important. Et évidemment, c'est plus facile à descendre à 5 qu'en peloton, donc leurs trajectoires sont plus faciles à trouver pour ces 5 garçons. Mais c'est vrai que c'est chaud, c'est technique, hein. Ça pose quand même question, hein, Vasily Kirienka, c'est des questions qu'on nous pose. Lucas nous dit Kirienka distancé en dessous de nous, point d'interrogation. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il était devant hier, c'est vrai, dans son travail de coéquipier. Et bon, c'est important, hein, parce que Geraint Thomas, Vasily Kirienka sont quand même
pion très important dans la machine Sky. On peut parler de machine, tellement celle-ci est huilée et organisée. Le golfe de Girolata, qui est situé à côté du golfe de Porto, dont il est la réplique, mais en plus petit. Il est bordé de très grandes falaises rouges, plus de 300 mètres de haut, comme celle de la Punta Rosa. Alors, tout ça enveloppé de maquis, bien sûr, et qui abrite le petit village du même nom, qui est caché par le Monte Segnino, qui est le plus haut promontoire volcanique d'Europe. Cela méritait d'être souligné. Et vous avez là, dans ce golfe de Girolata, vous avez le fort de Girolata, à l'entrée du golfe. Un petit fort génois qui accueille les pêcheurs et les touristes de passage. Et coupon @Alex Darcel me dit si l'échappée se fait reprendre, ça va partir dans tous les sens. Oui, ça c'est évidemment un problème. On voit Niki Terpstra se repositionner en tête de peloton. Sylvain Chavanel aussi venu se repositionner. Les coureurs vont entrer dans la zone de ravitaillement. Il leur restera alors 67 km à parcourir. On va quand même vérifier parce que là on vient d'apercevoir Bassayev, Jonathan Ça rentre. Hiver qui est en Ça train de rentre. rentrer, mais on va quand même voir avec Nicolas si tout le monde, on a dit 2 abandons, pas mal de bobos avec Tony Martin, Geraint Thomas, est-ce que tout le monde est rentré maintenant dans le peloton? Thierry, je vais revenir un instant sur Kirienka, sur l'information Kirienka. On nous a annoncé en effet que Kirienka avait été distancé. On ne peut pas être partout. Et donc on l'a vu de très loin à Coureur Sky. Donc c'est ce qu'on a recoupé. En tout cas, je peux vous dire que Kirienka est rentré. Il était légèrement distancé. On va être très précis. En revanche, Mark Cavendish, le groupe Cavendish, lui, n'est toujours pas rentré, mais il est sur le point de le faire. En revanche, Nasser Bouhanni n'est pas revenu. Geraint Thomas non plus. Ces coureurs-là, alors que Geraint Thomas, voilà, il vient de nous doubler à l'instant, donc il va rentrer avec Edward King dans sa roue, le coureur de la Cannondale. Nasser Bouhanni, en revanche, n'est toujours pas là. On s'aperçoit quand même que certains coureurs ayant disputé le Tour d'Italie, je pense à Marc Cavendish, je pense aussi à Nasser Bouhanni, semblent en difficulté dans cette étape où c'est vrai la chaleur semble vraiment peser sur les organismes. On le voit, on voit beaucoup à l'image de Simon Clark ici. On a ouvert les maillots pratiquement tous les coureurs, par Lieu-Vestral, néerlandais, qui supportent bien la chaleur. Et on le voyait tout à l'heure avec le peloton. On va se quitter dans un instant. En tout cas, on va vous abandonner. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous êtes des fidèles, eh bien, vous nous suivez. Donc, je vous le redis. On était tout à l'heure. On a commencé cette étape de 145 km 500 entre Ajaccio et Calvi sur la 2. Nous voici sur la 3, eh bien, on va repartir sur France 2, c'est la complémentarité du service public. Je vous laisse et vous souhaite un bon après-midi sur France 3. Et maintenant, eh bien, n'oubliez pas ce soir le film du Tour avec Benoît Durand, excellent comme d'habitude, remarquable, un résumé de l'étape. Maintenant, si vous voulez voir cette fin d'étape justement avec nous, eh bien, je vous invite à changer de chaîne comme l'on dit et à nous rejoindre tout de suite sur France 2. Bonne fin d'après-midi sur France 3.